Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Les titres de l'actualité de ce jeudi 21 décembre. Le dernier conseil des ministres de l'année, conseil marqué par de grandes décisions, notamment l'adoption d'une loi pour l'élection des sénateurs et le maintien du prix du café à 750 francs CFA. La synthèse de cette réunion dans votre édition. On a ce dossier sur le pont de Béthier. Pendant 19 ans, les populations ont eu recours au bac. Mais aujourd'hui, sa mission prend fin avec la construction d'un pont qui sera inauguré demain par le chef de l'État. Retour sur cette vie dans ce 13 h. Et puis en Ouganda, les députés suppriment la limite d'âge pour être élu président. Ils modifient les textes de loi en faveur du président, une réforme qui fait polémique ces derniers mois. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le retour du chef de l'État de Yamoussoukro après le conseil des ministres d'hier. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi. C'était le dernier conseil de l'année que le président Alassane Ouattara venait de présider donc dans la capitale politique. Conseil marqué par plusieurs décisions importantes, notamment le maintien du prix du café à 750 francs CFA le kilo. La synthèse avec Awa Touré. Yamoussoukro, ce mercredi 20 décembre 2017. Il est un peu plus de 11 h lorsque le chef de l'État fait son entrée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. À son agenda, un conseil des ministres a présidé, le dernier de cette année 2017. Malgré une baisse de la production due à des raisons climatiques, le Conseil a maintenu le prix du kilogramme du café à 750 francs CFA pour la campagne 2017-2018. Il faut dire que maintenir ce prix donc à 750 francs le kilo induit une subvention de plus de 12 milliards de francs CFA qui seront financés par des ressources publiques et en particulier par les excédents de stabilisation du Conseil Café-Cacao. Dans cette dynamique, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'Agriculture et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées quand cela est nécessaire, pour le respect strict du prix garanti aux producteurs. Afin de renforcer l'esprit de civisme chez les Ivoiriens, le Conseil vient d'adopter un projet de loi. Ce projet de loi met en place un ensemble d'actions qui visent principalement l'épanouissement de la personnalité de l'individu et sa socialisation pour en faire un citoyen conscient de ses devoirs envers l'État et de ses responsabilités envers la société. Il apporte des solutions aux problèmes d'incivisme et de dégradation morale pour aller vers la construction d'une nation ivoirienne plus forte, plus solidaire, plus fraternelle et plus disciplinée. Autre décret, celui créant la Société nationale de télédiffusion, entité désormais chargée de conduire le processus de migration vers la télévision numérique terrestre. La création de la Société ivoirienne de télédiffusion répond à l'exigence de mise en place d'un opérateur national de diffusion distinct des entreprises éditrices de programmes pour la mise en œuvre du processus de migration vers la TNT. L'Ivoirienne de télédiffusion sera chargée de la diffusion des programmes des chaînes éditrices. À cet effet, cette société, qui est une société d'État, aura pour mission principale la construction, l'exploitation et l'entretien du réseau et des infrastructures de diffusion de la télévision numérique terrestre. Signature du programme compact du Millennium Challenge Corporation, inauguration de plusieurs infrastructures ou encore amélioration du climat des affaires, autant de bons points cumulés par le gouvernement cette année dans le cadre de son plan d'action prioritaire 2017. Pour 2018, la dynamique sera maintenue. Pour l'année 2018, l'action du gouvernement visera principalement la transformation locale des matières premières à travers la mise en œuvre du projet d'appui de la compétitivité de la filière anacarde,
la maîtrise de la gestion des finances publiques, l'amélioration de la mobilisation des ressources internes et l'accélération de la réalisation des grands projets structurants dont certains ont démarré cette année. Deux mesures visant à améliorer l'employabilité des apprenants issus de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont également été adoptées. Le Conseil a adopté une communication relative à la réforme de la formation professionnelle par apprentissage. Ainsi, la réforme est articulée autour de deux axes qui sont les suivants. Le premier, la mise en place d'un nouveau cadre juridique par la prise d'un décret relatif à l'apprentissage, conformément aux dispositions du Code du travail, en attendant l'adoption du projet de loi sur l'apprentissage et ses textes subséquents. Et le deuxième axe, la mise à niveau du dispositif de formation par le redimensionnement des établissements sélectionnés, le renforcement des capacités des acteurs et l'élaboration des référentiels de formation. Date prévue pour le premier Conseil des ministres de l'année 2018, le 10 janvier. Bien avant, le gouvernement présentera ses vœux de nouvel an au chef de l'État le 4 janvier. Après le Conseil, toujours à Yamoussoukro, les rois et chefs traditionnels ont apporté leur soutien au chef de l'État pour toutes ses actions de développement. Le chef de l'État en a profité pour mettre ces rois et chefs traditionnels en mission pour la préservation de la cohésion sociale, nous dit Abiba Dambélé Saoué. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire accueille pour la 4e fois à Yamoussoukro le président de la République Alassane Ouattara. Pour ce nouveau rendez-vous avec les gardiens de nos us et coutumes, le président Alassane Ouattara avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Sa Majesté Nana Amon-Tanoé a placé cette rencontre sous le signe des concertations régulières entre le président de la République et les gardiens de nos traditions. Cette rencontre a porté sur 2 points. Mais lui-même, il s'est ouvert à nous. Il a dit combien il a été peiné par cette année 2017 quand il avait espéré. À partir de 2016, la Côte d'Ivoire a continué à rayonner de par le monde en faisant montre de sa stabilité et de son progrès constant. Malheureusement, 2017 a été extrêmement difficile, mais il garde bon espoir qu'à partir de l'année prochaine, la Côte d'Ivoire reprendra son bon train et que les choses iront nettement mieux et continueront à aller toujours mieux. Maintenant, il y a eu des questions peut-être spécifiques. Il y a eu la question de nos enfants ex-démobilisés. Et nous sommes d'accord avec lui qu'il faut que les jeunes comprennent que c'est toujours mieux pour eux qu'ils apprennent un métier, que le gouvernement les aide à réaliser des projets plutôt que de réclamer de l'argent, surtout avec violence, que la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter cela. Et qu'il faut qu'ils changent véritablement de mentalité et qu'ils s'inscrivent dans le dialogue, parce que beaucoup de choses sont possibles avec le dialogue, mais pas avec la violence. Sa Majesté Nana Amon-Tanoé a souhaité que la loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire soit rapidement mise en œuvre. En bref, après Yamoussoukro hier, le président Alassane Ouattara sera à Bétié, région de l'Indénié-Duablin, demain vendredi pour l'inauguration du pont sur le fleuve Comoé. Ce pont va faciliter donc la circulation des véhicules et des marchandises. L'ouvrage va aussi favoriser les échanges entre les régions de la Mé et de l'Indénié-Duablin à fort potentiel agricole pour l'économie ivoirienne. Vous le savez, le vice-président, lui, est au Brésil depuis quelques jours. Daniel Kablan-Duncan a visité le centre d'excellence contre la faim pour s'imprégner du modèle brésilien de lutte contre la pauvreté et la faim. Le compte-rendu de Viviane Aïmé. La Côte d'Ivoire est candidate pour abriter sur son sol le centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi la visite du vice-président Daniel Kablan-Duncan au Centre d'excellence contre la faim de Brasilia avait pour but de s'inspirer des succès obtenus par ce centre, dont la notoriété est internationale. En effet, grâce à son assistance technique, ce centre a permis au Brésil de développer des programmes de protection sociale.
des programmes de sécurité alimentaire et des programmes de cantines scolaires à l'échelle des 60 000 écoles publiques du Brésil et alimentées par l'achat de vivres cultivés par les agriculteurs locaux. Un succès qui permet au Brésil d'être classé au rang des pays qui ont vaincu au sein de leurs frontières la pauvreté et la faim. Au cours de son séjour à Brasilia, le vice-président Daniel Kablan Duncan s'est voulu un observateur attentif de ce modèle brésilien, cherchant à en comprendre l'organisation, les méthodes, rencontrant les personnalités compétentes ainsi que les animateurs des différentes structures, allant même visiter une coopérative rurale de production de vivriers. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'ils gagnent leur vie normalement. Je pense que, vous savez, nous avons des coopératives aussi en Côte d'Ivoire. C'est important que nous puissions tirer l'exemple d'une telle coopérative et essayer de voir un peu comment on peut diversifier les productions. La question que j'ai posée, savoir comment la production se fait, est-ce que c'est saisonnière? J'ai cru comprendre que du fait de l'irrigation, du fait de l'utilisation de l'engrais, ils produisent pendant toute l'année. Et ça, c'est une bonne chose, de voir un peu comment ça fonctionne. Je crois que ça peut être un exemple de faire une coopération directe entre des coopératives de Côte d'Ivoire et des coopératives ici, donc, autour de la région donc, de Brasilia. Si grâce à son assistance technique, le programme alimentaire mondial a permis au Brésil d'éradiquer en grande partie sur son sol la pauvreté et la faim, il promet son assistance également à la Côte d'Ivoire. Je suis la représentante du PAM en Côte d'Ivoire. Nous avons accompagné son Excellence, Monsieur le Vice-président, ici au Brésil pour bien comprendre les moyens, les stratégies que le Brésil a adoptées pour éliminer les pauvretés extrêmes et aussi pour réduire le retard de croissance chez les enfants. Et on espère qu'avec le soutien du PAM, du Centre d'Excellence du Brésil, pour partager l'expérience, avec la Côte d'Ivoire, pour aussi améliorer et diversifier le niveau de production des petits producteurs. Alors, quelle chance pour la Côte d'Ivoire d'être choisie pour abriter le Centre d'Excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest? Il y a plusieurs centres de ce type. Il y en a un ici au Brésil. Il y en a en Chine, il y en a en Russie. Et là, on est en train de discuter par rapport au premier centre qui devrait être basé en Afrique. Je crois que tout le monde est d'accord pour que la Côte d'Ivoire puisse abriter un centre de cette nature. Maintenant, nous allons voir un peu les modalités techniques et opérationnelles. Et ici, demain, l'inauguration du pont de Bétier par le chef de l'État. Il faut dire que pendant 19 ans, les populations de Bétier ont eu recours au bac pour traverser le fleuve Comoé, un vrai parcours du combattant qui prend fin aujourd'hui avec la construction d'un pont. Son inauguration demain, vendredi, marque la fin des activités du bac. La suite avec Jean-Luc Gbagbo dans ce dossier de 3 minutes 45. Sur les rives du fleuve Comoé à Bétier, le bac fait sa dernière toilette. Ce petit bateau permettait aux habitants de cette localité, située à 218 km d'Abidjan, de relier les deux rives du fleuve, mais également d'accéder aux autres villes du pays. Simplice a servi sur ce bac pendant 9 ans. Avec ses collègues, il prépare la dernière traversée qui sera symboliquement effectuée sur le bac à l'occasion de l'inauguration du nouveau pont de Bétier. Des derniers moments qui l'amène à se remémorer quelques bons souvenirs vécus sur ce bac. Moi, comme ça, il peut dire 1h du matin, 2h du matin, on me réveille. Les malades, femmes doivent accoucher, les enfants qui naissent sur le bac. Je vais effectuer mon dernier voyage sur l'eau. Et dans l'après-midi, soit à midi, c'est terminé. Il dit au revoir à Bétier. Face à cette séparation imminente, Simplice, lui, préfère cultiver l'humour. Demain matin, on sera ici encore pour attendre. Jusqu'au 22, on va attendre le président. Il va nous dire que je suis plus en partie. C'est dit comme ça. Là, au moins, c'est qu'il va donner le transport pour quitter Bétier. Le pont de Bétier ne signe pas que la fin des activités du bac dans cette localité. La traversée du fleuve Papinas disparaît également. Cette activité lucrative était détenue par les jeunes de la ville. Dans le bac en panne, on se retrouvait souvent avec 30 000 francs par jour, 35 000 francs par jour.
Bon, quand le bac n'est pas en panne, souvent on gagne 15 000, 20 000, bon, ça dépend. Actuellement, c'est un peu plus parce que, si on veut voir, on a perdu notre emploi. Aujourd'hui, bon, on n'a pas d'activité, on est en train de penser comment on va faire. Bon, pour le moment, on est en train de prier Dieu. Aujourd'hui, on pense à leur reclassement. Avec l'arrivée du pont, il y aura d'autres activités qui seront créées et nous ferons tout pour pouvoir insérer ces jeunes-là dans d'autres secteurs d'activité. Les populations de Bétier, elles n'ont pas attendu l'inauguration du pont pour commencer à profiter de l'ouvrage. Du bac, ils gardent des souvenirs plutôt contrastés. Souvent, quand tu viens au champ, tu peux quitter là-bas, tu courais, tu vas venir. Et puis les gens des bacs, ils vont t'attendre. Tu vas courir jusqu'à quand tu vas venir monter. Et puis c'est gratuit, on ne paye pas. Mais si ce n'était pas le bac là, tu allais faire comment? Tu allais marcher, venir s'asseoir à ta pinasse. Avant, quand il y avait le bac, si on veut partir au champ ou bien on veut voyager par là bien, j'arrive au bord, je vais passer au moins 83 heures de temps au bord avant de traverser. Les chauffeurs de bac, ils prennent leur temps. Aujourd'hui, cette période est bien derrière. Tout le monde à Bétier salue l'avènement du pont, un ouvrage réalisé sous la supervision d'Ata Kra. En termes de qualité, vraiment, nous n'avons pas de doute. C'est un ouvrage qui est conçu pour peut-être nous-mêmes, je ne sais pas, peut-être 100 ans minimum. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la population sera servie. Plusieurs générations vont passer sur ce pont-là. Donc ça, en termes de garantie, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Le bac, lui, connaîtra une nouvelle destination. Ce fleuve-là traverse beaucoup de régions. Et là, je vous dis, Bétier vient de bénéficier d'un pont, mais il y a aussi des régions qui aujourd'hui n'ont pas d'ouvrage, qui vivent les mêmes difficultés que Bétier en son temps. Donc nous allons donc redéployer ce bac-là dans ces zones-là pour permettre à ces populations de pouvoir se déplacer en attendant qu'ils puissent avoir un pont. Construit en 18 mois dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD, le pont de Bétier, long de 189 mètres, a coûté 8,5 milliards de francs CFA. Après le bitumage des principales artères de la ville, le pont vient ajouter une nouvelle couche au désenclavement de cette région du pays qui demeure l'une des plus grosses productrices de matières premières agricoles. La livraison du pont de Bétier demain par le chef de l'État, un véritable cadeau de Noël selon les populations. La fête de Noël, donc, c'est ce lundi, mais avant, comme chaque année, Abidjan brille de mille feux. C'est Abidjan, perle de lumière. La première dame Dominique Ouattara donne le coup d'envoi aujourd'hui. En attendant, c'est l'heure des jouets et les magasins ont fait le plein de jouets, mais quel cadeau offrir à son enfant? Sephora Zegui a mené l'enquête pour vous. Son élément est commenté par Patricia Oumou Etia. Si vous n'avez pas encore acheté les cadeaux de vos enfants, il n'est pas trop tard. Nous avons sélectionné pour vous une liste de cadeaux made in Côte d'Ivoire à leur offrir. Pour les petites filles, si vous tenez à la traditionnelle poupée, vous trouverez sur le marché ces poupées africaines. Elles font un malheur depuis quelques années auprès des fillettes et font le bonheur de ceux qui plaident pour une appropriation culturelle de certains joueurs. En plus, ces poupées parlent dioula, baoulé, bété et atié. Si vous êtes plutôt jeu de société, vous aimerez peut-être le Kaladé, un jeu de développement intellectuel basé sur la combinaison de chiffres allant de 0 à 9. Les inventions sont de deux frères jumeaux ivoiriens. Autre jeu cérébral et éducatif, l'Othello, un jeu de réflexion qui se joue à 4 sur un plateau unicolore de 68 cases. C'est l'invention d'un professeur de mathématiques vivant dans la commune de Yopougon. Si vous n'êtes pas joué et que vos enfants aiment lire, on a déniché en librairie les dernières sorties littéraires pour enfants. Les auteurs sont ivoiriens et africains. Il s'agit entre autres de mon livre de coloriage de Yeni Djidji, Le Père Noël est fâché de Franck Koné, Le Père Noël aime l'Atiké de Josué Guébo, La petite pièce de monnaie de Fatou Keïta, Le premier Noël de Ferima de Michel Tanon Laura et Tiwa et la pierre miroir de l'écrivain Serge Billet. Voilà de quoi vous inspirer. Noël, c'est dans 4 jours. Depuis lundi, des élèves de plusieurs établissements publics et privés du pays ont décidé d'aller en congé de Noël avant la date prévue. Conséquence, les cours sont perturbés. Que fait le ministère de l'Éducation nationale face à cette situation? Le reportage de Sephora Zegui et de Patricia Oumou Etia.
Scène d'échauffourée dans des lycées et collèges publics à Mans, Korogo, Daloa, Tiebissou, Tumodi et Abidjan. Alors que la date officielle est fixée au 22 décembre, des élèves ont décidé de partir plus tôt en congé de Noël. Pour nous les élèves, les congés donnés sont trop courts. Nous avons besoin de plus de temps. Par exemple, nous qui sommes en classe d'examen, pouvoir réviser, pouvoir entamer les cours après les fêtes. Depuis la semaine dernière, quand on vient, il y a des élèves d'autres écoles qui viennent nous fatiguer. On agresse, on casse les pétards à toi et à travers. Donc ça ne permet pas de faire les cours. À chaque fois que tu payes de transport, tu viens, il n'y a pas de cours. Usant de pierre pour déloger leurs camarades collégiens et lycéens, seulement ces violences peuvent avoir des conséquences insoupçonnées. Aruna, élève en classe de 3e au collège moderne d'Adjamé, en a fait les frais. Il allait boire l'eau. En descendant des escaliers, ça a fait la coïncidence que les autres élèves rentraient. Les élèves d'une autre école sont rentrés en même temps, ils ont pris un caillou, ils ont tapé sur la tête de l'enfant. L'enfant a perdu connaissance. Pour retrouver toutes ses facultés, Aruna devra subir une opération à la tête. On doit opérer l'enfant parce qu'il y a le sang qui s'est accumulé dans la tête. Il y a l'os qui est descendu. Donc forcément, on doit faire l'opération. L'enfant essaye un peu de bouger ses bras, ça va un peu. Et puis, il parle, mais il parle difficilement. Les responsables d'établissements désemparés ne savent plus à quel sein se vouer. L'année scolaire, une fois, 2 heures, 3 heures passées, ce n'est plus une année complète. Donc le respect du canton, c'est dans leur intérêt que le découpage a été fait, qu'ils comprennent que leur place, c'est à l'école. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ministère de tutelle, on tape du poing sur la table et on annonce des mesures disciplinaires. Les sanctions seront prises. Mais c'est la raison pour laquelle Madame le ministre a voulu prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Ce n'est plus un problème scolaire, ça devient un problème, n'est-ce pas, des délits de droit commun. Ces personnes-là répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème récurrent, l'école a repris ou continue peut-être jusqu'au 22 décembre dans la plupart des lycées et collèges publics du pays. Autre sujet maintenant, il y a 3 jours, la Journée internationale des migrants a été célébrée. Pour coller à cette actualité, l'AFD, l'Agence française de développement, a organisé une conférence internationale sur la migration. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui était l'invité spécial de cette conférence internationale, a partagé la position de la Côte d'Ivoire sur la question, nous dit Hamza Diaby. Les migrations existent depuis toujours à cause des changements climatiques, de l'évolution démographique, de l'instabilité et de la volonté de mener une vie meilleure. La réponse passe donc par l'instauration d'une coopération internationale qui aidera à encadrer les migrations. L'AFD, l'Agence française de développement, joue sa partition. Elle organise ici en France, ce 18 décembre, Journée internationale des migrants, une conférence sur les interactions des politiques publiques et la migration. On voulait savoir pourquoi finalement, ou plutôt quel était le rôle des politiques publiques dans la décision de migrer et puis dans l'impact de la migration sur le développement, et fournir des outils aux décideurs politiques dans les pays en développement pour mieux profiter de l'apport des migrations sur leur développement. Qui mieux que la Côte d'Ivoire pour partager son expérience en matière de politique sur les questions de migration? L'invité spécial de ce rendez-vous d'envergure est le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il était important qu'on vienne partager la position ivoirienne sur tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire relativement à la question de la migration, mais aussi bénéficier des expériences des autres pays et voir comment ce genre d'études peuvent nous aider à mieux mettre en adéquation les politiques publiques et la migration dans notre pays en Côte d'Ivoire. Bien que la Côte d'Ivoire ait commencé relativement tard le traitement des questions de la migration, elle a fait beaucoup de bons qualitatifs, notamment dans sa participation à des conférences de cette envergure, ce qui nous permet à chaque fois d'adapter le dispositif national, de voir ce qui ne marche pas et comment mieux l'adapter pour mieux avoir un dispositif qui réponde à la question de la diaspora ivoirienne. D'où sa grande joie d'avoir pu répondre à cette invitation de l'AFD et une occasion pour bénéficier d'appui technique pour la mise en place du dispositif.
Carte d'identité des réfugiés, l'ONU, l'Office national d'identification et le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés et le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères sensibilisent sur le sujet. C'est donc une campagne de sensibilisation pour la promotion de la carte d'identité des réfugiés. Olivier Iriebi et Eman Guivé. Cette rencontre de sensibilisation a porté sur la validité de la carte d'identité des réfugiés dans les structures financières, publiques et privées. Le ministère des Affaires étrangères a rassuré les établissements financiers sur la crédibilité de la carte d'identité conçue par l'Office national d'identification sous son initiative. Il y a encore des zones de résistance au niveau des institutions financières, des institutions bancaires pour la fiabilité de ces cartes de réfugiés. Il était important que nous puissions réunir ces institutions financières pour les assurer que les cartes qui ont été délivrées aux réfugiés sont des cartes sécurisées, sont des cartes fiables et qui répondent à un certain nombre de sécurités. Pour le représentant du HCR en Côte d'Ivoire, cette disposition de l'État ivoirien est la preuve de son engagement à offrir aux réfugiés des conditions citoyennes. Lorsque on parcourt, on lit les dispositions de la Constitution ivoirienne, l'article 23, il dit ceci, que toute personne qui craint des persécutions pour des raisons politiques, des opinions politiques, peut bénéficier de l'asile en Côte d'Ivoire. Donc c'est par rapport à ça que nous avons en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, des réfugiés de différentes nationalités, une vingtaine de nationalités. En application du droit international, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour permettre aux réfugiés de circuler librement. Selon le SARA, 1566 réfugiés, dont 755 femmes et 811 hommes, vivent sur le sol ivoirien. Concernant la gouvernance publique, 2 guides ont été élaborés pour les hauts dirigeants de l'État, guide de la fonction ministérielle et celui des infractions économiques et financières. Ces ouvrages ont été rédigés par des experts en droit, nous dit Lassina Bakayoko. Le premier, c'est le guide de la fonction ministérielle. En dehors des cours dispensés dans les universités dont le public cible est strictement défini, il n'existe pas sur le marché de documents de vulgarisation ayant pour objet de livrer au grand public et aux décideurs des informations complètes sur la fonction ministérielle. C'est ce vide que le guide de la fonction ministérielle vient combler. L'idée, c'était que, n'est-ce pas, bien entendu, le grand public, les autorités, aient une vue claire et précise, n'est-ce pas, des fonctions, des missions qui s'attachent, n'est-ce pas, bien entendu, au statut de ministre. Le guide de la fonction ministérielle comporte 3 points essentiels. Il y a un chapitre consacré au Premier ministre, il y a un chapitre consacré aux ministres et un chapitre consacré aux membres des cabinets ministériels. Et à l'intérieur des chapitres, bien entendu, nous voyons la nomination, les attributions, les incompatibilités, la rémunération, la cessation des fonctions, etc. Le second guide évoque les infractions économiques et financières. Ce guide oblige les entreprises à être attentives aux dispositions pénales liées à l'exercice des activités économiques. Ici, en effet, les manquements peuvent être graves de conséquences, les sanctions pouvant aller du paiement de lourdes amendes à la fermeture de l'entreprise. Ce guide sera un outil de travail pour les magistrats du siège et du parquet, mais sera aussi un élément de vulgarisation de ces textes auprès de nos concitoyens pour que tout le monde puisse contribuer à l'assainissement de l'économie nationale. Ces 2 documents vont être acheminés dans les différents ministères et probablement dans les grands services de l'État. Hors de nos frontières, en Ouganda, les députés ont adopté la suppression de la limite d'âge des candidats à la présidence. C'est une réforme qui a fait polémique ces derniers mois, car jusque-là, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, n'était pas autorisé à se représenter en 2021. En adoptant cet amendement de la Constitution, les députés modifient les textes de loi en faveur du président.
Les Catalans, très nombreux dans les bureaux de vote pour des élections régionales anticipées, des élections décisives opposant les séparatistes et partisans de l'unité de l'Espagne, c'est un scrutin décisif aux allures de référendum pour ou contre l'indépendance. Rappelons que la Catalogne a proclamé son indépendance le 27 octobre dernier et que le Sénat espagnol à Madrid a mis sous tutelle l'entité. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité.